est-ce que le film rentrerait dans cette elevated horror à la fois oui par sa structure qui laisse entendre une espèce de sophistication et pas du tout dans sa conclusion puisqu'en fait ce qui est arrivé aux enfants n'est la métaphore de rien du tout en fait. Sortez les weapons. C'est Weapons. Évanoui en français de Zach Cregger. Toi qui avais déjà vu un film de Zach Cregger, est-ce que tu peux nous raconter un peu c'est qui ce mec? C'est simple. Zach Cregger, c'est moi. À l'origine, c'est un acteur qui, je pense, a plutôt fait un peu des comédies américaines qui me semblent pas très intéressantes de loin et qui, un jour, est un peu sorti de nulle part avec Barbare, donc qui était un film d'horreur indépendant qui était sorti, je crois, en France sur Disney+ à l'époque. Maintenant, il doit être sur Netflix. Et qui avait un peu surpris son monde puisque c'est ça déjà parce que avec ça parce qu'il y avait Julie Delpy c'est ça voilà Barbare, exactement ça. C'est exactement ça qui avait un peu surpris son monde notamment je dirais par sa dimension doublement ludique à la fois à l'échelle des séquences, parce qu'il y avait beaucoup de scènes d'horreur assez inventives, notamment ce qu'on voit là en aperçu sur le truc de bande-annonce, où un personnage féminin devait aller explorer une cave potentiellement malfamée, et devait trouver un système pour, avec des miroirs, réfléchir la lumière pour lui permettre de voir un peu plus loin dans l'obscurité, etc. Donc il y avait des idées assez amusantes sur l'espace, etc. Et ludique à l'échelle du film tout entier, parce que le film était composé de chapitres un petit peu différents, quelque chose qu'on va retrouver dans Évanoui. Et en gros, au bout d'une trentaine de minutes, où on avait une situation bien installée qui dégénérait les vrais barbares. Les mammouths. Les vrais barbares sont avec les noisettes ou sans les noisettes? Au bout d'une trentaine de minutes, on avait une situation qui commençait vraiment à s'acheminer vers l'horreur. Le film changeait à la fois de personnage et de registre, avec Justin Long, cet acteur qui apparaissait et qui faisait entrer le film dans une espèce de comédie grinçante, et ensuite les pièces du puzzle allaient un peu converger. Il y avait un peu plus tard un moment un flashback qui nous amenait, je sais plus, dans les années 70, où la facture de l'image changeait un petit peu, et donc voilà, il y avait une espèce de dimension comme ça très surprenante. Le film se renouvelle en fait un petit peu plusieurs fois au fur et à mesure, et en même temps est composé de séquences d'angoisse très inventives, très efficaces, très ingénieuses, je dirais, je pense est le meilleur mot. Est-ce qu'à ton avis, il faut un contrôle parental dessus À mon avis, il faut clairement un contrôle parental, parce qu'il y a des moments où c'est gore, attention. La situation initiale, assez bonne idée, étant une femme arrive dans un Airbnb et un type est déjà là. Alors il se trouve qu'en plus, c'est Bill Skarsgård, le gars qui joue le clown de ça, mais ça, elle peut pas le savoir parce qu'elle est à l'intérieur du film. Il est là aussi, il est chez Prism Cinéma. C'est ça. Et donc la question c'est, est-ce qu'il est de bonne foi, il y a eu une erreur, ou est-ce que c'est un psychopathe? Et surtout, qu'est-ce qu'il y a à la cave? Voilà. Et après, je vous laisse découvrir les méandres du film. Et dans Évanoui, on va retrouver un petit peu cette construction, puisque Évanoui, c'est l'histoire en gros. Enfin, le film tourne autour d'un événement mystérieux qui est une nuit à 2h17 du matin. Tous les enfants, quasiment tous les enfants d'une même classe sont sortis de chez eux, se sont mis à courir et ont disparu dans l'obscurité sans laisser de traces. Et donc toute la petite ville dans laquelle ça se passe est en ébullition, essaient de trouver leurs traces, mais ils n'ont aucune piste. Et donc on va suivre un petit peu les répercussions de cet événement à travers le regard de plusieurs personnages. Les deux premiers, et parmi les principaux, étant la prof de cette classe que beaucoup de parents d'élèves accusent d'avoir quelque chose à voir avec ça, puisqu'il n'y a que des enfants qui étaient dans sa classe qui ont disparu. Et ensuite, notamment, un père d'un des enfants qui a disparu, qui est joué par Josh Brolin. La prof est jouée par Julia Garner. Et donc, le film va comme ça, un peu diffracter comme ça les points de vue autour de cet événement. Et on va progressivement comprendre que quelque chose d'un petit peu maléfique est à l'œuvre derrière tout ça. Voilà. Et vous? C'est... Évanoui, première impression. Voilà. Déjà, il faut reconnaître que le film a un savoir-faire en termes de scènes de tension ou de scènes de comédie surprenamment, mais on y reviendra peut-être dans un second temps. Je sens vraiment que c'était ma rencontre avec Zach Cregger, que je connaissais pas, j'ai pas vu Barbare, mais qu'il en a sous le capot.
Et il va potentiellement, s'il continue, un peu nous créer potentiellement d'autres films peut-être plus intéressants que celui-ci, mais dans une vague un peu d'horreur contemporaine, peut-être un peu plus intéressante que ce qu'on appelle l'elevated horror, dans la mesure où on sent qu'il ne se prend pas pour quelqu'un de brillant, enfin il n'est pas en train de faire un film à thèse, intelligent, etc. Sauf que, justement, on a un moment où on se dit, est-ce qu'on n'aurait pas aimé un peu plus de fond ou de structure à Weapons, qui manque un petit peu, peut-être, de ses thèses. Donc, comme tu l'as dit, le film est découpé en plusieurs parties, des chapitres, il me semble qu'il y en a 6 au total. Et cet effet un peu de diffraction de personnages sert à renforcer une sensation presque de séparation des individus qui n'arrivent pas à faire collectif et qui n'arrivent pas à résoudre, entre guillemets, l'énigme tous ensemble parce que chacun fait son petit truc dans son coin, mais personne ne collabore. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui va arriver à certains personnages du film, c'est en y allant tout seul ou en étant dans la solitude qu'ils vont être amenés à échouer. Alors que... arriver des bricoles. Voilà. Et c'est peut-être un commentaire sur le monde contemporain, sur l'impossibilité de faire collectif, de faire groupe. Mais c'est quand même plutôt léger pour le reste du film qui ne semble pas développer un sujet plus grand ou plus ample que sa propre histoire et qui en fait une de ses principales limites dans la mesure où, à partir du moment où le film est terminé, bon, il n'y a pas grand-chose qui nous accompagne, qui nous suit ou qui nous hante. Peut-être quelques plans, notamment ces plans d'ouverture qui sont assez sublimes de ces enfants qui quittent leur maison tous en silhouette la nuit. Séquence musicale assez joviale, là, un peu. Oui, c'est ça, assez... On dirait qu'ils se libèrent, quoi. Enfin, ouais. C'est assez beau. Ou quelques autres scènes de tension. Et aussi, donc, comme j'ai dit, on va dire une sorte de déplacement vers presque du comique, ou en tout cas, le film, à un moment, devient tellement... En fait, le film presque se dit, pour aller dans le fantastique, premier degré, parce que pendant longtemps, le film semble un peu réaliste, ou en tout cas ne fait intervenir aucun élément fantastique. Tous les éléments fantastiques interviennent dans des rêves pendant plus de la moitié du film. Tout à fait. Beaucoup de Après, visions, ils rêvent tous de la même chose, donc t'es un peu en mode, bon, a priori... Tout à fait. Bizarre la vieille. Bizarre la vieille clown. Mais donc, à partir du moment où le fantastique intervient premier degré dans la narration, presque Zach Cregger se dit, en fait, naturellement, ces choses-là, ça ne peut advenir que de façon comique. Et il y a un moment où, notamment à la fin, le film va totalement lâcher les chiens sur de l'explosion, on va dire, de la destruction, etc., qui fait vraiment hurler de rire. Ça, c'est assez chouette, ouais. C'est jubilatoire, c'est très drôle. C'est dégueulasse, mais comme on aime. Enfin, en fait, là, un truc festif un peu. Ça devient un peu Evil Dead, quoi. Il y a un délire, enfin Evil Dead 2 plutôt. Et moi, j'aime bien. En fait, souvent, c'est un reproche que je fais à pas mal. J'enchaîne parce que ça reprend un peu ce que tu dis. C'est un reproche que je fais à pas mal de films d'horreur. C'est-à-dire que les films d'horreur souvent sont construits quand même sur de l'étrange, de l'inquiétant. On a peur, tout ça et tout. Mais plus on avance, plus on résout un peu l'énigme qu'il y a derrière, surtout quand c'est des films avec une tendance fantastique. Et plus... il y a quand même la plupart des films d'horreur finissent dans une sorte d'apothéose d'action, en tout cas, sans que ce soit forcément gore ou quoi. Et là, c'est toujours un peu ce qui fait que les films, je trouve, ratent le coche ou le réussissent. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans les films d'horreur que j'aime moins, j'en ai un peu plus rien à foutre de ce qui se passe et je prends ça que comme une scène d'action, alors que dans les films d'horreur que j'aime beaucoup, je pense à la fin de The Thing par exemple, qui est vraiment fini en scène d'action quand même assez folle, le film It Follows où en gros on a des scènes d'action à la fin, mais ça fait toujours quand même extrêmement peur. Je pense que c'est dû au fait qu'on est vraiment attaché aux personnages et du coup on n'a pas envie qu'il leur arrive un truc. Ou alors, c'est des personnages auxquels on tient moins, mais le mystère est encore un peu là. Je pense notamment à la fin de Hérédité que je trouve absolument folle, où même si c'est un personnage qui est assez antipathique, la fin met fou les jetons. Et en fait, du coup, on a peur jusqu'au bout du film. Il y a l'idée qu'on se rapproche un peu de la menace. C'est ça. Alors qu'il y a bien souvent, et c'est le cas ici, où le film à un moment
fini de donner les clés et dit bon bah voilà, maintenant on résout. Maintenant on résout. Mais je trouve que pour le coup, j'ai du mal à lui en vouloir parce que j'ai l'impression que c'est fait vraiment sciemment et j'aime bien quand même ce pas de côté qui fait qu'à la fin le film devient vraiment un truc d'action, même avec le petit qui passe d'une pièce pour aller dans l'autre, pour en fait qui fait des moves de jeux vidéo, des purs enjeux, un peu d'espace et tout. Et bon, à la limite, pourquoi pas, quoi, c'est amusant. Mais je trouve que ça prouve que quand même, on en a pas grand chose à foutre de ces personnages. En fait, ils peuvent très bien mourir moi, enfin, je tiens à aucun d'entre eux. Quoi. Oui. Ça fait plus vraiment peur à la fin, quoi. Oui, c'est vrai que j'ai un peu pensé à The Substance aussi par rapport à cette fin qui part tellement dans le grandiloquent, dans le gros texte qui devient drôle. Sauf que à la fin de The Substance, il y a quelque chose de tragique aussi dans ce qui est en train d'advenir au personnage et que on se détache pas d'elle au profit de la comédie. Alors que là, dans Weapons, on s'éloigne totalement des personnages et on profite juste plastiquement de ce qui est en train d'advenir. Ben, c'est vrai, alors ces ruptures de ton, elles étaient aussi présentes, donc, comme je disais, dans Barbare, y compris jusqu'à la fin un peu du film, où il y avait comme ça une espèce de moment d'action qui est pas forcément comment dire. Je pense que la deuxième moitié de Barbare est moins intéressante que la première moitié de Barbare, même s'il y avait toujours cette capacité un petit peu à sentir quand une situation ou une modalité de mise en scène commence à faiblir et donc bifurquer un petit peu comme le film le fait là avec au moment où le mystère va commencer à perdre un peu en substance, on introduit une dynamique soit d'action soit de comédie, enfin il y a presque un truc un peu burlesque là dans Weapons. Maintenant c'est vrai que il y a une question autour de la structure du film en tout cas. L'une des idées qui pourrait être un peu intéressante pour pas justifier, mais disons, transformer cette structure un petit peu en quelque chose qui crée du sens, ce serait, à nouveau par analogie avec Barbare, de dire que finalement les deux films reposent sur l'idée que l'horreur va venir d'un décor a priori rassurant qui est la banlieue ou la maison de banlieue spécifiquement dans Barbare qui se passe vraiment quasiment que dans un seul lieu et que ce décor a priori rassurant va être en fait une porte ouverte vers une espèce de labyrinthe extrêmement maléfique, noir, tortueux, etc. Ce qui est aussi d'ailleurs une des choses qui fait que Weapons a beaucoup été comparé à Stephen King, qui souvent a utilisé un peu de cette même, ce même côté deux faces d'une même pièce, une partie plus inquiétante. Mais aussi avec des enfants. Mais c'est vrai que l'affiche de Weapons pourrait être la couverture d'un livre de Stephen King. Quoi. Mais aussi sur ce côté horreur dans une Americana urbaine, de classe moyenne. C'est un décor purement kingien. Oui, absolument. Et donc, on pourrait dire que d'une certaine manière, la construction du film et des deux films épouse cette idée qu'il y a une espèce de labyrinthe, en fait, sous-jacent, qui échappe à notre compréhension immédiate. Et donc, finalement, le film serait aussi tortueux que la réalité cachée aux yeux des personnages. On pourrait en tout cas le voir comme ça. Maintenant, à mon avis, là où ça commence un peu à choper dans le cas de Weapon, c'est que dans Barbare, d'une certaine manière, même si on changeait de personnage ou de registre, il y avait quand même un peu un fond thématique commun qui reliait les différentes histoires. Là, en l'occurrence, dans le cas de Barbare, qui est à ce moment où on change de personnage, et en fait, on est avec Justin Long qui est accusé d'avoir violé une femme avec qui il travaille. Et le film suit ce personnage-là, extrêmement déplaisant, une espèce un peu de comédie grinçante, etc. Mais finalement, là où ça se relie avec la situation initiale, c'est la question de cette masculinité un petit peu prédatrice qui va ressurgir et expliquer un petit peu va être en fait au cœur de la révélation du mystère, quoi. Donc, même si le film change de registre, finalement, il y a la toile converge thématiquement, esthétiquement, philosophiquement vers un même point. Dans le cas de Weapons, c'est un peu plus délicat en tout cas. On a quand même l'impression que chaque personnage vit quelque chose qui est totalement séparé de ce que vont vivre les autres, et à la limite, ça pourquoi pas, mais et surtout séparé de la résolution, en tout cas du fond de ce qui va être exorcisé avec la révélation et la résolution de toute cette intrigue. Et c'est là où on arrive à ce que tu disais, Loïc, c'est-à-dire il y a effectivement un mystère dans le film. Finalement, le film va nous expliquer les raisons, sauf que c'est un mystère qui
disons, en tout cas que nous, on a du mal à relier à une idée plus générale, quoi. C'est d'ailleurs assez amusant de se dire, on se posait la question, est-ce que le film rentrerait dans cette elevated horror, à la fois oui par sa structure qui laisse entendre une espèce de sophistication, et pas du tout dans sa conclusion, puisqu'en fait, ce qui est arrivé aux enfants n'est la métaphore de rien du tout, en fait. Ce qui fait que son dévoilement et sa résolution ne se lie pas du tout avec les parcours intimes de chacun des personnages qu'on a croisés, et on se pose un peu la question de finalement pourquoi est-ce qu'on a suivi ces personnages-là plus que d'autres, quoi. Est-ce que si on avait pris un autre parent d'élève que Josh Brolin, est-ce que ça aurait fait autant, est-ce que le film aurait été fondamentalement différent? Est-ce que si on avait enlevé certaines parties, je pense typiquement à celle sur le flic et le junkie du film, est-ce que ça aurait fondamentalement impacté la résolution du film, pas tant au niveau de des strictes péripéties, mais de sa portée, des émotions que ça suscite? Et ben en fait, la réponse est plutôt non, puisque là où la structure joue contre le film, c'est que l'idée d'une structure chorale, ce serait plutôt que les personnages qui seraient des personnages secondaires vont prendre plus d'importance et on va les comprendre et apprécier davantage ce qui leur arrive aussi à eux. Or là, c'est un petit peu l'inverse qui se produit, c'est que dès qu'on suit un personnage et pas les autres, finalement les autres sont réduits un peu à des figures de second plan, ou dans la conclusion du film, quand certains deviennent des antagonistes, moi je spoil rien, finalement ça nous fait un peu ni chaud ni froid. Ouais, tout à fait. Et comment dire, c'est presque d'une certaine manière une faute de la part du film de se débarrasser si facilement de personnages alors qu'il a supposé qu'on allait s'y attacher par les séquences qu'il leur a dédiées plus tôt. Et donc le film devient cette espèce de film à moitié choral, mais comment dire, dont la structure multiple, les différents points de vue sont pas du tout nécessaires pour aboutir à la résolution, quoi. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il essaie de faire que ce truc de séquence chapitrée et tout, enfin de ce truc de chapitre plutôt, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'il essaie un peu de faire de la direction de spectateur, quoi, au sens absolument, ouais. un peu genre Hitchcockien, quoi, de je vais leur mettre le mystère dessus, et après en fait pendant toute la moitié du film je vais les envoyer en balade avec le flic et le junkie. Je trouve que c'est quand même très long pour justifier qu'il y ait deux mecs dans la maison à la fin. Non, en vrai, on en a un peu rien à foutre, quoi. C'est-à-dire que je trouve que le flic, tu t'attaches plus à lui dans la partie où tu le vois avec la fille que dans la partie qui est sur lui, quoi. Enfin, c'est quand même assez terrible. Et même, on en a un peu parlé en off, mais moi, ça me... Je pense que ça m'énerve, en fait. Au début, t'as une voix off d'enfant qui... le film se garde bien de nous révéler si c'est un enfant qui est... si c'est un des enfants, si c'est un enfant qui est dans l'école, si c'est un enfant... Donc, il y a une voix off d'enfant. Ouais, il y a une voix off d'enfant. On ne saura pas plus. C'est bien commode, je pense, de pas expliquer quand on n'a pas de résolution. J'imagine que ça fait un peu plus peur, une voix off d'enfant au début, qui dit... donc il raconte que tous les enfants se sont barrés, ce qui est écrit sur l'affiche, c'est pas du tout un spoil, à la même heure, tout ça et tout. Et après il dit mais l'histoire commence pas vraiment là, l'histoire commence en fait à cette réunion parents-prof. La voix dit littéralement ça, pour plus tard en fait avoir un chapitre qui commence 2 mois avant cette réunion parents-prof, et du coup et qui nous montre des événements essentiels pour comprendre l'histoire commence vraiment là en fait. Vraiment et du coup je comprends pas trop, en fait j'ai juste l'impression que le film est un peu ou malhonnête ou juste un peu mal foutu, quoi, sur ces moments là où, parce que j'ai l'impression de discerner ce qu'il veut faire, mais juste je suis un peu à côté, et du coup ça fait aussi que tous les espèces de tropes de films d'horreur qu'il met en place, en fait il y en a beaucoup qui m'agacent parce que je trouve que le film est un peu paresseux dans son écriture, quoi, tu vois. Notamment tous les espèces d'indices laissés en filigrane sur les parasites et le truc comme ça qu'il y a dès la salle de classe au début. En fait, je sais pas, il y a vraiment... donc ça m'a un peu énervé parce que t'es en mode petit malin, t'as écrit la solution dans l'arrière-plan de ce premier plan de rêve, bah du coup on l'a lu, quoi, donc en fait ça gâche un peu le truc, quoi, tu vois. Enfin, je trouve que ça cultive pas du tout un mystère. J'ai l'impression que c'est juste pour faire des reviews après en disant vous avez vu, j'avais écrit, j'avais fait référence. Bon bah en fait c'est pas en calant des références comme ça que tu construis un univers et une sorte de lore en fait fantastique qui fonctionne, et même, enfin tu vois, tous les trucs qui pourtant d'habitude je suis plutôt enclin à apprécier.
En fait, je trouve qu'il y a pendant toute la première partie du film, sur ça, à la limite, je préfère la fin. La suspension d'incrédulité, elle est pas du tout en place, quoi. Et je fais que me poser des questions sur à quel point les policiers sont nuls dans cette ville, quoi. Enfin, bon, ils ont pas trouvé où étaient les gamins parce qu'apparemment ils n'avaient pas de plan, de règles et de stylos pour tracer des lignes comme Josh Brolin. Il faut les excuser, voilà, ils sont en manque de moyens. Enfin, c'est vraiment terrible. Et alors que précisément ce truc de en plus, ils disent dès le début que tous les parents ont des caméras, donc tu vois les enfants partir. Ce truc de se dire, on va essayer de croiser les lignes sur un plan pour voir où ça nous mène. Ouais. Je trouve que l'idée, elle est un peu Scooby-Doo, quoi. Elle est un peu excitante, quoi. Très bien, tu vois. Mais le fait que ça arrive, un mois après la disparition des enfants qui commencent à se dire, peut-être qu'on va essayer de trouver où est-ce qu'ils sont seuls, alors qu'il y a il y a des preuves matérielles et tout. Enfin, je sais pas. Et du coup, il y a beaucoup de choses comme ça qui s'accumulent et qui me font vraiment pas du tout aimer le film pour ça. Je trouve quand même vachement cliché à beaucoup d'égards, même dans son écriture des personnages, surtout du junkie et du flic. Alors que ça démarre plutôt bien quand même. En fait, je trouve que le début, en plus un peu en contre-ton avec les enfants qui sont faits, donc a priori un truc horrible, mais en fait... ça crée un autre truc horrible qui est ce qui arrive à la prof. Oui, c'est ça. Et je trouve que le film, après, à la fois dévoile trop de son intrigue et de la façon dont il fonctionne, et à la fois on dit pas vraiment tant que ça non plus, avec... Enfin, je parle de la source du maléfice, quoi, un peu. Et c'est un peu dommage parce que tant qu'à faire, pourquoi pas y aller un peu plus à fond, quoi, et embrasser, vraiment comprendre ce qui se passe. Parce que du coup, là, ça se résume à des idées un peu, je trouve, générales, et du coup... Oui, t'as pas un peu de présupposé de film fantastique. Oui, voilà, c'est ça. En fait, on comprend là où ça va en venir parce qu'on a déjà vu plein de films d'horreur. C'est pour ça que j'utilise le mot cliché, quoi. C'est-à-dire que notre connaissance des films d'horreur fait que on comprend où le film va. Et je suis pas sûr que ce soit une très bonne chose, en fait. Enfin, moi, en tout cas, ça annihile un peu ma peur. Mais il y a quand même, il y a plusieurs choses qui m'ont plu quand même dans le film. Et je dois souligner, je sais pas si c'est le dernier plan de la bande-annonce, mais on voit une porte de loin. Je trouve qu'il y a quand même 2-3 moments, et notamment un plan en particulier, où vraiment le film maîtrise l'horreur parfaitement. Mais ça, je compte t'en parler. C'est un plan où on a donc un personnage qui dort dans une voiture, on est avec elle, la nuit tombe. Donc avec un cut, on était jour et d'un coup, la nuit tombe, elle dort. La caméra panote lentement vers la maison que la fille surveille. Là, la porte s'ouvre. Et là, il y a une sorte de dame qui sort. Elle a un de façon très bizarre, ciseaux, complètement désarticulé. Et elle a ce qu'on a l'impression de... Enfin, en tout cas, c'est une lame qui est dans la main, qu'elle lève comme ça, vraiment à la Shining, quoi, tu vois. Elle avance vers la voiture de façon, pareil, avec un pas du tout assuré, donc hyper flippant. Et la caméra ne coupe pas, quoi. Et la caméra la suit, et elle est à genre 30 mètres, et on la voit approcher. Et plus... Et en fait... C'est marrant, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur Sorry Baby tout à l'heure, mais plus la caméra ne coupe pas, et plus les personnages sont en danger encore. C'est-à-dire que dans les films d'horreur, t'as vraiment le cut un peu salvateur et on change de séquence, et maintenant il fait jour, où tu fais ok, en fait il s'est rien passé, tout. Et là, tu sens, et on revient sur elle, et on entend la portière s'ouvrir, et vraiment là, on est complètement flippé, en panique. Mais ce qui est génial, c'est les deux temps aussi du plan. C'est-à-dire, elle arrive à la fenêtre. On pense qu'elle va l'attaquer par la fenêtre ou quoi. Et en fait, c'est passé non. Et en fait, la paraît en hors cadre, et on entend juste la portière de l'arrière s'ouvrir. La portière ouverte, mais quelle était. Et là, il y a juste la main qui rentre dans le... Enfin, ça, c'est vraiment brillant. Je trouve que c'est... Et en fait, ça arrive un peu au début du film, et je me suis dit, franchement, c'est balèze. Ça contient un peu tout ce qui... Enfin, moi, des choses qui me font très peur, les corps désarticulés, les trucs comme ça. Les gens qui ne sont plus des gens. Enfin, il y a un truc très étrange. Mais surtout, une idée de plan et de mise en scène, et c'est moi, je sais que t'es pas très client de Ari Aster, mais ça m'a rappelé un plan dans Hérédité à la fin, mais que t'as pas vu du coup. Si. Ah, que t'as vu. À la fin du film, où on est dans la chambre du gamin, et en fait, le plan dure assez longtemps pour qu'à un moment on se dise, il y a quelque chose. Mais est-ce qu'il y a quelque chose dans le coin supérieur gauche ? Non, c'est rien. Et d'un coup, il y a quelque chose qui bouge vraiment, et du coup là, mais juste c'est pas dans sa chambre, c'est dans le salon. Non, il regarde mais c'est en plusieurs ça dans la chambre. Et la chose bouge, et la chose est au mur en plus. Donc tu te dis, c'est très très bizarre. Et je trouve que voilà, c'est des moments où tu prends vraiment en compte, en fait, dans cette idée de direction de spectateur. Là, c'est des moments où ça marche particulièrement, où c'est vraiment, tu prends en compte la façon dont les gens vont le ressentir. Donc peut-être que ça marche pas sur tout le monde, sur moi, ça fonctionne à puissance 1000.
Et je trouve que là, le film est super. Et je le trouve aussi élégant à 2-3 moments, genre les premiers plans qu'on voit un peu dans la bande-annonce, qui sont des sortes de plans au ralenti, mais avec des travelling avant très rapides, où du coup, j'imagine, ils font avancer la caméra sur Spider-Cam ou un truc comme ça pour que... le mouvement soit très rapide, malgré le ralenti. Que le mouvement soit très rapide. Et du coup, les plans sont très gênants pour une raison que t'as du mal à mettre le doigt dessus, mais cette espèce de rapport de vitesse est bizarre. Et je trouve que voilà, le film a quand même pas mal d'idées comme ça, un peu formelles. Mais je suis d'accord avec toi, je pense que notamment ça se déploie pendant le premier chapitre, qui est celui de Justine, qui est celui qu'on a préféré aussi avec Clément, je sais. Où justement, dos tout le temps. Il y a vraiment presque un enjeu de mise en scène qui est tenu tout du long de ce chapitre, qui est une caméra presque... qui contrôle le personnage, et elle qui est donc dans ce moment de paranoïa où elle a l'impression que tout le monde l'observe. Cette caméra va un peu ordonner les choses à sa place, notamment je pense aux 2 séquences qui sont un peu filmées de la même façon dans le supermarché, dans la supérette pour alcool, où la caméra presque lui ordonne ses gestes. J'ai pensé aussi à Fincher dans la mesure de ces cadres qui se déplacent pile poil exactement comme les comédiens presque. Le personnage lui-même n'a pas le contrôle en fait de ce qui est en train de lui arriver. Et que il y a une sorte d'inéluctabilité des événements à ce moment-là où Justine est victime, quoi. Elle est prise au piège. Et il y a quelques autres idées de mise en scène qui tiennent un peu certains autres chapitres, mais pas de façon aussi juste ou aussi marquante. En tout cas, je pense notamment au chapitre sur Josh Brolin, ces grands plans larges sur les maisons, et notamment à ce cut d'un moment où il sort de chez lui, il ouvre la portière de sa voiture, il est dans une maison qui est en train d'être construite. Donc lui est architecte ou directeur de travaux, on sait pas trop. Ce qui lui permet de tracer des lignes. Des lignes sur une carte. Et le fait de garder... Les autres avaient peut-être pas de plan. Le fait de garder cette même valeur de cadre et de passer d'une maison entière à une maison en train d'être construite, ça montre que c'est cette sorte de personnage de l'Americana, ce père de famille qui arrive plus à assurer son rôle, qui est un peu cassé, et qui sera renforcé par un effet hyper déstabilisant qui a lieu en cauchemar, d'un moment où il s'approche d'une maison et qui voit au-dessus de cette maison une sorte d'apparition une énorme AK-47 de M4 avec trop bizarre, un chiffre dessus. Ça c'est vraiment hyper étrange, bizarre, mais en même temps non, mais en même temps je trouve que ça du coup ça donne un effet, enfin ça fait quelque chose quand même de voir une image pareille dans un film, et donc de cette idée que le personnage il est détruit et il veut assurer son rôle de père. D'ailleurs, on apprend plus tard que son fils se retrouve ne pas être le fils le plus gentil, on va dire, de la classe. C'est un bully. Et ça nous surprend pas à cette aune. Et dans la séquence de Josh Brolin, il y a un plan qui, moi, est mon préféré du film, qui est donc le début de la séquence de rêve où il va être amené à sortir de chez lui. Et on a aussi un plan d'une forme d'inéluctabilité en fait, donc il voit son fils partir devant lui, et c'est pas ça qui va amorcer son déplacement, c'est la caméra. C'est encore dans sa maison, la caméra va commencer le travelling avant vers lui, mais même avant que lui ne se mette à courir, presque pour le pousser dehors. Il y a vraiment un moment. On voit pas le fils, non ? Il y a juste la porte qui s'ouvre et le cadre est pas vide. Et ensuite, c'est dehors qu'on voit son fils. D'accord, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est la caméra qui s'avance, la porte s'ouvre et lui est presque poussé à courir vite dehors. Et oui, le film a littéralement une longueur d'avance sur ses personnages, en fait, et du coup, les emmène vers un... Donc c'est assez effrayant. Enfin, moi, c'est un truc... Mais ça, justement, j'ai l'impression que c'est pas trop tenu dans les autres chapitres. Il y a quand même dans le segment du junkie, on va dire, l'idée simple et un peu vue et revue, donc pas forcément très originale, mais tout de même bien exécutée, des plans à la courte focale ou qui ont des sortes d'effets de zoom, de travelling compensé. Et puis un truc de rythme aussi. Plus effréné, tout à fait. Et donc on voit quand même que le film et Zach Cregger est un bon metteur en scène quand il le veut, quoi. Donc franchement je mets mon billet pour Zach Cregger, film exceptionnel dans un moment, quoi. Je trouve ça juste un peu mal placé, quoi, cette séquence de course poursuite. Enfin, en fait, après avoir vu le film, je dis vraiment qu'est-ce que ça fout là, quoi. Franchement. C'est pour rythmer le film. Quand après tu reviens à la maison, tu fais ah oui c'est vrai, pardon, il y a une histoire avec 27 enfants qui ont disparu. Peut-être qu'on peut. Ce qui est le plus bizarre, je pense, c'est la deuxième course-poursuite. Oui, voilà. Où il va jusqu'à la forêt. Voilà, c'est un panneau, il court de la police à un endroit dans la ville, un autre panneau, un endroit dans la ville, jusqu'à un autre, un dernier, jusqu'à la forêt. T'es là, mais...
Et pour revenir sur le plan que tu as décrit où elle est dans la voiture, en fait ça pour moi c'est typique un peu de... Là où c'est presque encore plus malin que l'exemple d'Hérédité que tu prends, c'est que là le plan est fait semble fait pour qu'une chose arrive, et en fait c'est pas là le cœur de l'action, il y a une espèce de fausse piste en plus, mais c'est que ce genre de truc très ingénieux, et il y en a plusieurs dans le film qui font vraiment les meilleures séquences. C'est dommage qu'elles soient très insulaires d'une certaine manière, quoi, très isolées, mais mais il y a cette idée toute simple et très kubrickienne un peu des travelling qui suivent des personnages et qui font que chaque angle de mur peut révéler un danger. Donc, on sent que Krieger a une vraie gestion de l'espace quand il le veut, quoi, et qu'il peut vraiment construire des séquences très intéressantes, et c'est dommage que on ait l'impression, en tout cas c'est mon impression au sortir du film, que son attention est largement accaparée par la construction de l'édifice scénaristique en fait du film, quoi, plutôt que sur vraiment utiliser en fait ce terrain de jeu de la ville, en fait je décide que je peux prendre n'importe quel personnage comme héros. En fait ça il s'en sert pas vraiment comme justification de la mise en scène, quoi. Et ce qui me semble d'autant plus dommage, c'est que typiquement là les plans ce qu'on retient du film, c'est ces quelques plans là isolés, alors que à mon avis la construction un peu en forme de, je sais pas, de poupée russe ou de puzzle, elle est assez vite, comment dire, son intérêt se dissipe assez vite, quoi. Moi j'ai plutôt aimé voir le film, puisqu'il maintient des certaines surprises. Je me pose la question de qu'est-ce qu'il va me proposer ensuite, comment est-ce qu'il va... Voilà. Mais dès que le film se termine, à mon avis, cet effet se dissipe totalement, quoi. Le château de cartes s'effondre, en fait, parce que on se rend compte que on n'a rien gagné à la construction du film que les mystères qu'elle a elle-même construits, quoi. C'est-à-dire le film crée lui-même des zones d'opacité pour le plaisir de les éclaircir plus tard. C'est vrai. Et à mon avis, là où c'est assez dommage, c'est que, encore une fois, pour revenir à ce plan qui pour moi est vraiment le plus... est passionnant à plus d'un titre, c'est que ce qui est terrifiant dans le plan que tu décris, c'est aussi cette idée que, là on revient à ce que je disais au début, c'est-à-dire strictement s'ouvre avec la porte de la maison une espèce de carré noir pur au milieu du décor, duquel pourrait surgir n'importe quoi, mais en tout cas qui est vraiment occupé par une obscurité, et qui fait écho assez directement à ce qu'on voit au tout début du film, c'est-à-dire la course des enfants, qui semble, comme tu l'as dit, joyeuse, libératrice. On a l'impression que c'est une émancipation qui est en train de se jouer sous nos yeux. Et donc, ces deux petits éléments qui sont plutôt au début du film nous laissent à penser que, finalement, est-ce que ce que le film nous raconte un peu en creux n'a pas à voir avec l'idée du foyer comme... zone un peu de pourrissement, en tout cas néfaste, de dynamique toxique, duquel il faudrait s'arracher, etc. Et en fait, non seulement le film, à mon avis, ne va jamais mettre en application ces hypothèses, mais surtout on se rend compte que cet événement inaugural est en fait corollaire au cœur de l'intrigue, quoi. C'est-à-dire que le mystère du film est une péripétie comme une autre, une fois qu'on est dans le point de vue qui correspond à celui de la vérité des faits. Et donc ça devient très, je trouve, doublement décevant. C'est-à-dire déjà, le film a un segment explication. En gros, voilà, c'est ça. On adopte le point de vue d'un personnage qui sait la vérité. Qui en plus est jamais vraiment complètement satisfaisant non plus. Oui, parce que en fait, finalement... Comment on a trompé la police ? On a fait comme ça. Et en fait, du coup, comme t'es confronté à des explications, pardon, je t'ai coupé, mais brutes, genre noir sur blanc, t'as envie de tout remettre en question, quoi, tu vois. Enfin, t'es encore plus amené à te dire, à chercher la petite bête et tout, ce qui ne sert pas le film. En fait, moi, ce que je me suis dit à un moment, c'est... Là où le film va nous avoir, c'est qu'à un moment, il va afficher le nom de la personne qu'on pense être l'antagoniste, c'est-à-dire cette fameuse Gladys, personnage qu'on voit qui a l'air de plus en plus menaçant. Et je me suis dit, ça se trouve, là, la carte maîtresse du film, ça va être segment Gladys, et là, pour le coup, on revoit vraiment tout le film du point de vue de sa nécessité à elle, quoi. Et sauf qu'en fait, c'est pas du tout ça qui se passe. Au contraire, le film choisit la voie la plus tristement scénaristique, c'est-à-dire le moment où il faut expliquer, en fait, combler peu à peu les trous du récit, etc. Et du coup, je trouve que c'est très très triste, parce que on se retrouve avec un film qui passe énormément de temps, quitte à assumer un peu des redondances, des redites, etc., à échafauder une structure qui, une fois qu'on sait ce qu'elle dissimule, apparaît pas du tout nécessaire, en fait. Ouais, c'est ça, tout à fait. Elle est pas du tout, elle émane pas du tout organiquement du mystère qu'on nous a proposé, quoi, en fait. Ça, c'est, à mon avis, une vraie déception dans le film.
Alors qu'encore une fois, je pense enfin, tu vois, je repense à l'affiche et à la scène de début. Il y a un truc dans cette course avec les bras comme ça qui est suffisamment étrange et un peu, enfin, uncanny, quoi, tu vois. En fait, je trouve que quand même le film arrive vraiment à développer des images qui sont intéressantes, tu vois. Et en fait, je me dis, mais enfin, limite, ça se passe d'explication, quoi. Enfin, tu vois. Le moment où un autre personnage, pour la première fois, court de cette façon-là. Ça crée un effet de fou, quoi. Enfin, il y a vraiment un moment terrifiant où on voit ce personnage arriver du fond du plan. Dans un rêve ou pas. Exactement. C'est trop cool que ça arrive en plein jour et tout. Ouais, c'est ça. C'est assez génial. Après, la scène qui précède, enfin, ça est un peu... Bon, bref. Un truc dans la cuisine, là. Et tout, oui, avec l'explication. Oui. Est-ce qu'on a fini ? Moi, j'aimerais bien conseiller un film pour conclure un peu. Moi, je souligne juste un autre très très bon plan qui est quand la prof est suivie par quelqu'un dans le supermarché. Ah, génial, oui. Qui est pareil, une idée vraiment de mise en scène pure, quoi. Oui, c'est-à-dire, voilà, ça marche trop bien. Ouais. Elle est serpente dans le supermarché, la caméra est face à elle, et donc périodiquement, on voit qu'il y a quelqu'un derrière et qui se rapproche. Ça, idée de suspense absolument génialissime. Simple, ça arrive exemplaire, quoi. Voilà. Le plan de la voiture. Non, ça c'est vraiment brillant. Enfin, franchement, il y a des super moments. Intéressant sur ce que... Alors, j'ai lu à droite à gauche que le film a un sous-texte sur l'addiction à l'alcool et que si les gosses courent comme ça, c'est pour rappeler les enfants qui fuient le napalm. Je pense que c'est très juste. Qui fuit le napalm ? Tu connais pas cette fameuse photo de la fille qui court comme ça avec les bras. On peut les regarder. Je sais pas si on est ban instant de Twitch si on regarde une image aussi violente. On peut peut-être pas le faire. Mais vous voyez cette photo. Et l'addiction à l'alcool, un petit peu pour Justine, quoi. La prof, mais qui a priori n'est pas du tout responsable. Pour le flic. Oui, c'est vrai. Des soucis d'alcool, ouais. C'est vrai. Mais d'ailleurs, qui est à mon avis un des seuls moments où la structure chorale est intéressante, c'est quand on passe sur le flic, puisque au début on est plutôt avec Justine, donc la prof, de dire mais que font les flics, qu'est-ce qu'ils attendent pour se bouger, et quand on a son point de vue, on se dit oui, mais eux, ils ont aussi des vrais problèmes qui ne sauraient être négligeables pour eux-mêmes, quoi. C'est-à-dire ils ont des choses immédiates qui font que ils peuvent pas se concentrer sur ce mystère tout le temps, quoi. Ils ont aussi une vie, etc., qui à mon avis est un des moments assez intéressants. Mais est-ce que le film dépeint et développe les crises de l'Amérique contemporaine avec plus de rigueur et de clarté qu'un film comme Eddington, qui finalement n'offre pas beaucoup plus de réflexion que le constat de confusion généralisée du spectacle qui nous est donné à voir ? Malheureusement, pas trop. Mais je sais même pas si c'est son sujet. En fait, je ne sais même pas si le film a un sujet. Oui. Enfin, c'est plutôt comme ça qu'il faudrait... Pour le coup, Eddington, c'est un film que on trouvait quand même assez raté, on va le dire, de plein de façons, mais qui avait quand même plusieurs idées intéressantes dans une forme de recherche, de mise en scène de la modernité et de notre époque, c'est-à-dire c'est quoi le rapport aux écrans, comment est-ce que le monde est structuré, comment est-ce qu'on interagit les uns avec les autres dans un ensemble de bulles éloignées. Là, le film a un peu cette idée-là avec juste le fait d'avoir un film choral, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose d'autre, il n'y a pas d'idée de plan ou de montage ou quoi que ce soit qui aille dans ce sens. Mais donc, j'ai un petit film à vous recommander si Weapons avait un peu de potentiel et que finalement vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez. J'ai envie de vous parler de Cure de Kiyoshi Kurosawa, que je vais pas vous spoil parce que ce serait dommage, mais qui a, contrairement à Weapons, ce talent de ne pas, on va dire, conclure un film par « Ok, maintenant je vous explique ». J'ai créé, ce que tu disais tout à l'heure, créer de la brume pour ensuite avoir le plaisir de la révéler. Cure, c'est l'inverse, c'est créer de la brume pour s'y enfoncer de plus en plus profondément, et le film se termine dans une zone d'obscurité totale, alors qu'on a un peu compris comment ça marchait, mais au lieu de le faire advenir comme une forme de révélation, c'est presque plus comme « Ok, donc il n'y a vraiment aucun moyen de s'en échapper ». Et le pitch de départ, c'est il y a plusieurs personnes, je crois, dans le Japon, qui se font tuer exactement de la même façon, mais par des gens différents, et qui à chaque fois n'ont aucun souvenir d'avoir commis ce crime. Ok. Ils ont été weaponized, ce que tu es en train de dire. C'est le même film pour moi. Et comment il court Simple curiosité. Pose la question comme ça. Comment il court et donne-moi un plan, une règle et un stylo. Et donc, il y a cette idée-là de temps en temps, on va suivre d'autres personnages qui vont subir l'effet de ok, pourquoi est-ce qu'ils vont se mettre à tuer, etc. Et donc, la répétition, elle n'est pas chorale, mais sert à rendre de plus en plus terrifiante cette obscurité enveloppante qui grandit, qui touche de plus en plus de gens dont on sent dont on ne peut pas échapper, quoi.
Et en effet, le plan de fin de Cure est légendaire. C'est un peu ça. Vraiment, c'est un film exceptionnel.